Alors, principe de fonctionnement d'une pompe. Alors là, c'est le corps de la pompe, en noir. Alors sur ce corps, on a une ouverture d'admission pour aspirer le liquide, et une ouverture pour le refoulement du liquide. Donc là, on a un clapet d'admission pour fermer cet orifice et un autre pour fermer l'orifice de refoulement. Alors là, on aura bien sûr un piston. Donc lorsque le piston monte, il crée une dépression. La dépression provoque l'ouverture du clapet d'aspiration et la fermeture du clapet de refoulement. Donc le liquide est aspiré vers la chambre. Là, c'est la phase aspiration. Au cours du refoulement, le piston descend. Donc, la descente du piston provoque une surpression dans cette chambre, dans la chambre de la pompe. Cette surpression provoque la fermeture du clapet d'aspiration et l'ouverture du clapet du refoulement. Et ainsi, le liquide sera refoulé vers l'extérieur. Donc ça, c'est le refoulement à haute pression. Donc l'aspiration se fait bien sûr à basse pression et le refoulement à haute pression. Un exemple de pompe à piston axiaux. Alors le principe de fonctionnement est simple. La rotation de cet arbre qui entraîne le plateau en rotation provoque une translation alternative des pistons, car le plateau est incliné bien sûr. Donc l'aspiration de liquide à basse pression se fait à travers cet orifice. Donc là c'est le côté aspiration. Donc ces deux orifices s'ouvrent dans le cas d'aspiration. Donc le liquide passe à travers ces deux orifices dans la phase d'aspiration, c'est-à-dire lorsque le piston se déplace vers la gauche. Donc là, la translation du piston vers la gauche, c'est une aspiration. Donc cet orifice s'ouvre et le liquide passe. Que ce soit sur ce piston, bien sur celui-là. Ensuite, lorsque le piston se déplace vers la droite, alors c'est la phase refoulement. Donc le déplacement du piston vers la droite provoque la fermeture de cet orifice d'aspiration, que ce soit celui-là ou celui-là, et en même temps l'ouverture des clapets de refoulement, que ce soit celui-là ou l'autre. Donc ouverture de clapet de refoulement, donc le fluide est repoussé à une pression bien sûr plus grande vers l'orifice de refoulement. Exemple d'application, pompe à piston axiaux. Donc là, on a le schéma cinématique de la pompe. Bien sûr, sur le schéma cinématique, on a représenté un seul piston 3. Alors, bien sûr, on a plusieurs pistons axiaux, parallèles à l'axe. Mais là, sur le schéma, on représente un seul piston. Donc, notre objectif est de déterminer la liaison équivalente aux deux liaisons en série, entre 1 et 2 et entre 2 et 3. Donc on cherche la liaison équivalente entre la pièce 1 et la pièce 3. Donc on a 3 pièces, 1, 2, 3. Et bien sûr on a une liaison entre 1 et 2, une deuxième liaison entre 2 et 3. Alors la première liaison entre 1 et 2, entre la pièce bleue et la pièce numéro 2, grise, donc c'est un appui plan de normale X1. Donc on va l'appeler liaison numéro 1, il y a N1, donc appui plan de normale AX1. Deuxième liaison entre 2 et 3 est une liaison rotule de centre B. Donc la deuxième, on va l'appeler L2, liaison sphérique au point B, ou bien rotule de centre B. Alors ici on a des liaisons bien sûr en série, donc automatiquement on cherche la liaison équivalente aux deux liaisons en série. Donc on va commencer par la méthode cinématique. Donc ici liaison en série implique que ça sera la somme des torseurs cinématiques. Donc on va d'abord écrire le torseur cinématique 1, 2 et 2, 3. Donc pour la première liaison, c'est une liaison appui plan de normale à X. On va le noter 1, torseur cinématique écrit dans le repère R1 au centre de la liaison, dans le repère R1, donc le repère lié à la pièce numéro 1.
Donc le torseur cinématique de la liaison numéro 1, L1 entre 1 et 2, est égal. Alors c'est une liaison bien sûr à plus-plan de normale X. Donc de normale X, ça veut dire rotation sur X. Et les translations se font dans le plan perpendiculaire à la normale. Donc dans le plan YZ ou bien Y1Z1. Donc le torseur est exprimé au point A dans le repère R1. Mais bien sûr, on constate que cette forme est vraie en tout point d'espace. Donc, quel que soit le point P, le torseur gardera la même forme. La même forme, ça veut dire que le moment aura toujours une première composante nulle et les deux autres composantes non nulles. Alors, forme vraie en tout point d'espace. Ensuite, pour la deuxième liaison, sphérique point B, montée L2. Donc, c'est une liaison en rotule. Alors, par contre, ici, la forme est vraie seulement au point B, centre de liaison. Donc, on aura le torseur cinématique de la liaison numéro 2, L2, entre 2 et 3, égale, donc rotule, ça veut dire 3 rotations, oméga x2, oméga y2, oméga z2, au point B, bien sûr, ici, que ce soit dans le repère R fixe, donc x, y, z, ou x, y, z, ou bien dans le repère R1, repère lié à la pièce numéro 1, ou repère lié à la pièce 0. Donc là, puisque le premier est exprimé dans le repère R1, donc on va dire que les deux seront exprimés dans le repère R1. Et puisqu'on a dit que le premier ne change pas de forme si on passe d'un point à un autre, donc là on va prendre ce même torseur, mais au point B, pour que ce soit le même point pour les deux torseurs, pour qu'on puisse faire la somme. On a dit que le torseur équivalent c'est la somme des deux torseurs. Donc si je commence par le premier torseur, le torseur de la liaison L1 au point B, alors on a dit que ce torseur ne changera pas de forme si on passe du point A vers le point B. Alors là, constatez que là, au lieu de mettre VY1 de 1, on a utilisé ici un V', V'Y1, 1, V'Z1, 1. Cela veut dire que la forme reste la même en tout point d'espace. Mais bien sûr, les valeurs changent. Pour le deuxième torseur, elle est déjà exprimée au point B. Alors là, c'est OK puisque c'est déjà exprimé au point B. Le deuxième torseur, ça ne va pas changer. Les deux au même point et dans le même repère, bien dans la même base. Alors on sait que le torseur équivalent est égal à la somme des torseurs. Donc on va faire ce qu'on appelle une composition de mouvement. Donc le torseur V équivalent entre la pièce 1 et la pièce 3, c'est-à-dire les pièces extrêmes, est égal à V de 1 sur 3. Donc V équivalent entre 1.3, c'est V de 1 par rapport à 3. Composition de mouvement passant par la pièce 2, ça va être V de 1 sur 2 plus V de 2 sur 3. Donc le V de 1 sur 2, on l'a appelé L1, la liaison numéro L1, et l'autre c'est la liaison numéro L2. Ensuite on remplace, donc égal. Alors le premier torseur de l'appui-plan au point B dans le repère R1, avec bien sûr des composantes V'Y1 et V'Z1, puisque on a changé le point d'origine, c'était en A, là c'est en B, donc la forme est conservée, plus le deuxième torseur, celui de la liaison rotule, déjà exprimé au point B. Donc on va commencer par les oméga. Donc la première composante, on va sommer les composantes suivant x, donc oméga x1 plus oméga x2, ça va être la composante oméga x équivalent. Donc oméga x équivalent, c'est oméga x1 plus oméga x2. Alors ensuite, oméga y équivalent, c'est 0 plus oméga y2. Oméga z équivalent, c'est 0 plus oméga z2. Ensuite, pour les composantes de vitesse linéaire, Vx équivalent, c'est 0 plus 0. Vy équivalent, c'est V'Y1 plus 0. Vz équivalent, c'est V'Z1 plus 0. Alors, conséquence, là on peut dire que d'après la première équation, cela veut dire que oméga x est différent de 0. Et que oméga y est aussi différent de 0. Puisque là c'est 0 plus oméga y2. Oméga z aussi différent de 0. Vx équivalent est égal à 0 puisque c'est 0 plus 0. Vy équivalent différent de 0.
puisque c'est V' plus 0, V' Y1. Et enfin, Vz équivalent différent de 0, puisque c'est V'Z1 plus 0. Alors, par conséquent, la forme du torseur équivalent sera la suivante. V équivalent point B, c'est oméga x équivalent, oméga y équivalent, oméga z équivalent, 0, Vy équivalent, Vz équivalent. Donc la seule composante nulle, c'est Vx équivalent. Donc ça sera la forme d'une liaison qui a 3 rotations et 2 translations. Ou bien une liaison dont la translation suivant x n'est pas autorisée. Donc c'est une liaison ponctuelle de normale x1. Et bien sûr, au point B. Donc, sphère plan d'axe BX1 ou bien liaison ponctuelle de normale X1. Le point B, point de réduction du torseur. Donc, ponctuelle de normale BX1. Pour la méthode statique, on garde le même graphe de liaison. Donc, entre 1 et 2, liaison du plan de normale AX1. Et entre 2 et 3, liaison L2, rotule au point B, le centre B, bien sphérique, le centre B. Donc, puisque les liaisons sont en série, donc automatiquement, ça sera une égalité des torseurs statiques. Ça veut dire que le torseur équivalent 1.3 doit être égal au premier torseur de la liaison L1 statique, égal aussi au deuxième torseur numéro 2 de la liaison L2, entre 2 et 3. Donc, méthode statique, le torseur équivalent 1.3 est égal à PO1, torseur de la première liaison, est égal aussi à PO2, torseur de la deuxième liaison. Donc le torseur statique équivalent doit être compatible avec les deux torseurs. Donc, puisque le premier torseur T1 ou bien T1 est celui d'une liaison apuplan de normale x, donc normale x ça veut dire une rotation suivant x, et deux translations dans le plan perpendiculaire à la normale, c'est-à-dire suivant y1 et z1. De même pour le deuxième torseur, celui d'une liaison rotule. Alors le deuxième torseur, la liaison rotule, 3 rotations suivant x, y et z, donc x2, y2, z2, et 3 rotations, ou bien 3 moments nuls, puisque les 3 rotations sont permises. Alors maintenant on passe aux équations. Bien sûr, les deux torseurs sont déjà exprimés au même point d'après la partie cinématique. Les deux torseurs sont déjà exprimés au point B. Rotule c'est en B, et bien sûr, appui-plan c'est un torseur qui garde la même forme quel que soit le point dans l'espace. Alors les deux torseurs sont déjà exprimés au même point, on peut donc exprimer leur égalité directement, égalité des torseurs. Donc on va écrire directement que le torseur équivalent, x équivalent, y équivalent, z équivalent, l équivalent, m équivalent, n équivalent, point B dans le repère, dans la base B1. Donc x équivalent est égal à x1 est égal à x2. Première composante, y équivalent est égal à y2 est égal à 0, y2 est égal à 0, z équivalent est égal à 0 est égal à z2, l équivalent est égal à 0, donc les deux composantes sont nulles, m équivalent est égal à m1 est égal à 0, n équivalent est égal à n1 est égal à 0. Alors là, on en déduit que la seule composante non nulle pour le torseur équivalent, c'est la première composante x équivalent. Alors pour les autres, elles sont toutes nulles, donc 0, 0, 0, 0, 0. En conséquence, le torseur équivalent aura une seule composante non nulle, c'est la composante x équivalent. Alors cela correspond à une liaison, à la même liaison qu'on a déterminée par la méthode cinématique. C'est une liaison ponctuelle de normale x1 ici, puisqu'on travaille dans la base B1. Donc c'est une liaison sphère plan d'axe BX1 ou bien une liaison ponctuelle de normale BX1. Alors ici on voit le schéma cinématique de système à un seul piston. Alors le piston c'est la pièce 7 ici, après avoir remplacé la liaison rotule plus la liaison appui-plan par une liaison ponctuelle. Donc là entre le piston et le plateau, c'est une liaison ponctuelle. La même chose ici pour le plan, donc là c'est ponctuel.